Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ma petite palle et un petit point lecture de ma semaine à 1000. Donc c'est parti, on y va. Vous l'aurez peut-être vu sur Instagram cette semaine, donc du lundi 21 jusqu'à dimanche, on est en semaine à 500, semaine à 1000, selon ce que vous vous sentez capable de lire et le temps que vous avez. Bref, moi je suis partie en semaine à 1000 parce que cette semaine c'est les vacances, donc j'ai le temps, donc voilà, je fais une semaine à 1000, j'aimerais bien sortir plein de livres, donc je vais vous présenter ma palle. Je vais vous dire où j'en suis puisque à l'heure où je tourne c'est mercredi, donc j'ai déjà bien avancé mais je n'ai pas eu le temps de tourner avant, donc ça sera pas des daily vlogs, ça sera peut-être un jour sur deux, je sais pas ce que je vais réussir à faire. Écoutez, on va voir. Je vais vous parler en tout cas de ce que j'ai fait, enfin de ce que j'ai lu lundi et mardi, ce qui est déjà plutôt un bon début parce que j'ai bien avancé ma palle. Et on va tout de suite attaquer avec ma palle de cette semaine. Cette palle comprend beaucoup de livres parce que j'ai beaucoup de lectures communes de prévues. Je ne pense pas que je terminerai toutes les lectures communes, mais si je pouvais sortir mes one-shots et les lire parce que je crois que j'ai mis que des one-shots, ça serait plutôt pas mal, mais je vais commencer avec les lectures communes. À la fin du week-end à 1000, et normalement il sera pas fini du coup, nous avons programmé ceci, donc les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake. Si vous voulez nous rejoindre, c'est sur le Discord. Partner in Books, c'est l'Explora livre du mois d'octobre, donc on le lit de samedi à mercredi si je ne dis pas de bêtises. Vous avez le temps de nous rejoindre, du coup, si jamais ça vous tentait, n'hésitez pas, ça va être très chouette, je pense. Ça fait 270 pages, c'est pas écrit très gros et ça a l'air, enfin c'est du young adult, c'est chez Naos, donc je pense que ça peut très bien se lire. Il est vraiment très joli, hein. Franchement il est très très joli, donc j'ai hâte, je suis impatiente, j'ai vu de très bons retours, bref. Donc voilà, petite lecture commune de la fin de la semaine à 1000. Ensuite, avec Emmeline, nous avons Roi Sorcier. Donc nous, on l'a terminé en réalité, puisque je l'ai terminé lundi, et Emmeline aussi. Mais il y avait Roi Sorcier dans ma palle, qui depuis donc est terminé, et on va en reparler juste après. Donc il y avait celui-ci. Évidemment, j'ai une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjan, qu'on n'a pas tant avancé que ça, mais normalement cet après-midi on va se faire une session avec Pénélope, donc ça devrait avancer. On en reparlera pareil au fur et à mesure de la lecture et des jours et de ce que je parviendrai à filmer cette semaine, mais on va en reparler, c'est une certitude. Il me reste 2 lectures communes, une que je n'ai pas en physique qui est sur ma liseuse et c'est la dernière saison de Célim de Pascal Kivigé. Je suis à 40%, je pense que je le lis donc avec Capan, Priscilla et Earl Grey et je pense qu'elles sont toutes plus avancées que moi, mais j'avance et je les rattrape et on en reparlera aussi. Et ma dernière lecture commune, donc 5e quand même, hein, ça fait beaucoup, qui par contre lui est sur le template que j'ai mis, mais que je n'ai pas encore sorti parce qu'il est en carton, mais j'attends qu'Emeline ait terminé ce qu'elle est en train de lire et qu'elle me dise go on y va et je le sortirai. C'est Elle et le feu, je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, désolée, je vous remets ça là. Me fait très envie aussi, qui apparemment est plutôt sympa et qui est assez prometteur, donc on en reparlera. Pareil, le tome 2 vient de sortir, donc si jamais on veut enchaîner, on pourra, c'est très très cool. Pour mes lectures perso individuelles, j'en ai que 5. Alors vous me direz que c'est beaucoup, mais vous allez voir que c'est des choses qui se lisent dans l'ensemble assez vite je pense, et potentiellement je m'en rajouterai, nous verrons. Déjà pour commencer, et lui est terminé, il y avait Coignet de Mélanie Fievé, publié aux éditions de La Volte, que je m'étais acheté peu après sa sortie. Ça fait partie de ceux dont on va reparler juste après puisque lui je l'ai terminé. C'était plus ou moins une lecture commune en fait avec Anne-Sophie, mais pas officielle parce que elle le lisait avec les filles du Galactic Book Club et je me suis plus ou moins joint à elle mais pas vraiment, donc bon bref peu importe, en tout cas il est lu, on en reparle. J'ai aussi mis ceci, donc Fleur de Bastion et le Renard Masqué, le tome 1, Les Loups de Hurlebois de Jolane C. Bertrand, que j'ai reçu en service de presse, qui est sorti toute fin août, que je dois lire depuis tout ce temps et que j'ai enfin pris le temps de sortir. Pour tout vous dire, mon fils l'avait attaqué, me l'avait un petit peu squatté, donc j'ai dû aller le rechercher, mais bref, lui je l'ai terminé hier, donc pareil, on va en reparler juste après. J'ai aussi mis, et c'est ma lecture pour aujourd'hui, 10 de Marine Carteron, donc qui est un thriller
Je crois que c'est comme ça que c'est vendu. Pour ados, donc lui je le lis aujourd'hui. Je n'en sais pas grand-chose, mais d'après ce que m'a pu me laisser entendre l'autrice sur Instagram, c'est assez sombre, assez noir, et ça me va très bien. Ça fait longtemps que je dois le lire, que je l'ai dans ma palle et que j'ai envie de le lire. C'est Aurélie qui m'a remotivée à le lire parce qu'elle l'a sorti et qu'elle m'a dit que c'était super. Donc voilà, je le lis aujourd'hui. Ensuite, je me suis mis Memento Mori parce que ça fait partie de ma palle d'Halloween et que jusqu'à présent on est presque à Halloween et je n'ai quasiment rien lu de cette palle, donc il faut que je me bouge. Donc Memento Mori qui est l'anthologie des Imaginales de 2024 avec plein d'auteuristes, soit que j'ai envie de découvrir, soit dont j'aime déjà le travail. Voilà, ça a l'air très chouette, ça me fait très envie, c'est très 2 saisons. Et le dernier que j'ai mis dans ma palle, donc ça c'est ceux que je veux absolument lire en priorité, et si je dois en rajouter, j'en rajouterai, c'est Ville, non enfin c'est pas Ville, c'est Au large des villes de Lucie Pierapajot que j'ai reçu de la part de Gallimard, pareil en service de presse, que j'ai très envie de lire. Ça fait 285-90 pages, un petit peu plus, mais c'est quand même ce genre de livre qui se lit très très bien. C'est un tome 1, oui c'est un tome 1, et ici on va suivre 2 ados. Une qui trie des déchets sur une île poubelle, l'autre qui est un richissime héritier de 18 ans. Et donc, apparemment, ils vont se rencontrer et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai déjà vu des bons retours sur ce bouquin. J'avais beaucoup aimé Les Mystères de Larry Spem de Lucie Pierapajot, qui était l'une des gagnantes du concours Gallimard, comme Christelle Dabos. D'ailleurs, c'était la session d'après Christelle Dabos. Donc, très, très, très envie de le lire. Pareil, je sais pas quand, mais cette semaine, ça y passe. Donc, on est sur une très belle palle. Vous l'aurez vu, c'est une très belle palle, mais je pense que c'est franchement pas trop ambitieux dans la mesure où on est sur des formats, mis à part les lectures communes, mais sinon sur des formats qui se lisent très bien, vraiment très bien, qui se lisent en une journée et c'est très bien comme ça. Donc j'ai hâte évidemment. Je vais vous faire un petit point lecture du coup pour toutes les lectures que j'ai terminées. J'essaie de m'en sortir dans tous les livres que j'ai autour de moi. Donc je vais juste retirer ceux qui ne sont pas finis et vous parler des 3 qui sont terminés. Donc lundi, j'avais pour objectif de lire ces 2 livres-là que j'ai lus. Je vous remets le template avec les nombres de pages et compagnie. J'ai d'abord lu Kwane qui m'a pris beaucoup de temps sur ma journée de lundi parce que bien qu'il soit minuscule, il fait 115 pages, c'était très complexe. Je sais pas très bien ce que je vais pouvoir vous en dire, honnêtement, c'est très particulier. En gros, ici, c'est la collection Utopia de Lavolt, donc on est dans une utopie. Voilà, le capitalisme s'est effondré, a priori la Terre est sauvée, du moins ce qui a pu l'être l'est, et Kwane, qui vient du grec ancien et qui veut dire commune, c'est un endroit où vivent des gens qui ne vont pas bien. Il y a pas mal de personnes qui sont en dépression, pas mal de personnes qui ne sont pas adaptées à cette nouvelle société, qui sont nostalgiques de l'ancien temps, tout en reconnaissant les bienfaits de ce nouveau fonctionnement, mais pour différentes raisons, hein, typiquement parce qu'il n'y a plus de communication en dehors du local, enfin ce genre de choses. Et donc nous, on suit cet endroit où vivent ces personnes et le pitch de base c'est qu'il y a une histoire de lettre qui est retrouvée de quelqu'un qui est parti de Kwane et on ne sait pas très bien pourquoi, mais voilà, je sais pas bien quoi vous en dire. En fait, pourquoi je sais pas quoi vous en dire? Parce que mon cerveau est resté hermétique à cette lecture. Du moins, je vais moduler mon propos. J'ai compris les trajectoires individuelles des personnages, j'ai compris leurs problématiques individuelles, mais j'ai eu du mal à saisir l'ensemble. J'ai trouvé que c'était assez complexe. La plume est très belle, le jeu sur le langage est très intéressant. Le propos de fond, je ne peux que valider, je suis totalement d'accord avec ce que dit Mélanie Fievé, et j'avais envie d'aimer ce bouquin parce que je vois son importance, je vois son intelligence, je vois ce qu'a voulu faire l'autrice, mais je ne sais pas pourquoi, et c'était pas juste une question de période puisque j'ai essayé de le lire quand je l'ai acheté ou peu de temps après et c'était pareil, mon cerveau n'arrive pas à saisir l'intégralité, la globalité de l'ouvrage et du coup je ne lui ai pas mis de notes parce que je peux pas lui mettre une bonne note vu que j'ai pas tout saisi et que je suis un peu larguée, mais je veux pas lui mettre une mauvaise note parce que c'est un livre qui était intéressant, c'est un livre qui est intéressant, c'est un livre qui est important, qui est engagé et qui a un vrai propos de fond intéressant. Ce que j'ai noté qui était
positif pour moi, c'est deux aspects du bouquin. Déjà, le fonctionnement du chœur. Donc on a le chœur qui est un espèce de chant qui raconte des choses, qui est un petit peu la mémoire collective de la Révolution et compagnie. C'est hyper intéressant. Et pour le coup, ça, je comprenais bien. Et il y a l'autre aspect, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, où tout le monde écrit ensemble des histoires de manière horizontale. Il y a personne qui prend le pas sur l'autre et chacun complète et crée une espèce d'histoire commune. Et c'était très chouette. C'était hyper intelligent, en fait. Et je pense qu'il faut que je le relise. Peut-être qu'à la relecture, maintenant que j'ai une espèce de vision d'ensemble avec les tenants et aboutissants, je rentrerai mieux dedans, je comprendrai mieux, mais c'est vrai que c'est très complexe et il n'y a pas beaucoup d'explications. Autant des fois ça passe très bien avec moi, le fait de pas tout saisir et je me laisse porter, autant là j'avais l'impression que mon esprit se heurtait. Bref, je ne vais pas plus épiloguer, je ne peux que vous inviter à le découvrir parce que je pense qu'il est important et intéressant, mais je pense qu'il faut y aller en se disant bien que c'est un texte qui va vous prendre du temps, qui va vous demander une certaine réflexion et qui va peut-être mériter une relecture. C'est possible, même si je suis persuadée que plein d'autres gens ont tout de suite adhéré, d'autant que le style de Mélanie Fievé est hyper intéressant. Ensuite, du coup, j'ai terminé Roi sorcier de Martha Wells, que j'ai reçu en service de presse de la part de La Talente, qui est incroyablement beau, vous le constaterez. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc ça devrait être plus rapide. On va commencer l'histoire, on va suivre Caïstéron, qui est un roi démon, un prince démon, et une de ses amies très proches, qui est une sorcière qui s'appelle Zied, qui se réveille dans une espèce de tombeau tout au fond de l'eau, parce qu'a priori l'eau empêche les démons d'utiliser leur pouvoir, et ils ne savent pas ce qu'ils font là, ils n'ont aucun souvenir, et surtout ils réalisent qu'ils n'arrivent pas à contacter la femme de Zied, qui s'appelle Taren, et que potentiellement cette personne a disparu. Donc il y a un peu double mystère. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi? Comment? Et où est Taren en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Où elle est passée, quoi? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a été enlevée aussi? Est-ce qu'elle a été mise ailleurs? Bref, ce livre en fait c'est une espèce d'enquête qui va à la fois remonter le fil du temps du présent pour nos personnages et en même temps on va être dans le passé avec une période clé de cet univers où il y a eu une sorte de révolution contre les noms comme toujours. Je suis désolée, vous ne m'en voudrez pas, en plus c'est des noms un peu complexes. Qu'ai-je pensé de ce texte? Honnêtement, il y a une période d'adaptation nécessaire, j'ai l'impression que c'est un petit peu une constante chez Martha Wells, comme on peut avoir avec Ursula K. Le Guin en fait. C'est ces premiers chapitres qui sont assez opaque et qui vous demande de vous concentrer parce que l'univers est riche, parce que les personnages sont riches, mais les personnages sont un point d'accroche très intéressant j'ai trouvé, et parce que il y a beaucoup d'informations et en même temps c'est distillé de manière intéressante parce que vous avez à la fois beaucoup d'informations, beaucoup de noms, etc. mais en même temps tout ne vous est pas donné. Ce qui fait que du coup c'est un peu le paradoxe de ce genre de bouquin. Vous avez beaucoup d'infos à retenir et en même temps vous n'en avez pas assez pour envisager l'univers dans son ensemble. C'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, j'arrive à tourner les pages et à saisir plus ou moins et à me laisser porter par le récit et à accepter de pas tout comprendre et que ça va venir d'une façon ou d'une autre. Mais ça peut être particulier quand on n'est pas habitué à ça. Toujours est-il que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé l'histoire très prenante et surtout, et comme c'était le cas pour moi dans La Chute d'Ilrien, les personnages sont très attachants. C'est un prince démon, c'est pas le dernier des Pecnos, c'est une sorcière super puissante et en même temps ils sont hyper normaux, hyper attachants avec des émotions très enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils ont quelque chose de très badass d'un côté et on sent bien qu'il faut pas les emmerder, mais en même temps ils sont gentils en fait et ils sont plutôt attachants et c'était très chouette. C'était aussi la force pour moi de La Chute d'Ilrien, c'était aussi les personnages, mais ouais, du coup je me suis assez facilement attachée à eux et donc j'ai accepté de suivre leur histoire et de suivre le passé, le présent pour que tout se regroupe. J'ai eu plus de mal avec le passé pendant assez longtemps parce que ça rendait pour moi parfois le texte confus dans le sens où au tout début de l'histoire, quand vous n'avez pas encore les tenants et aboutissants, ça vous donne encore plus d'informations et comme vous connaissez pas encore tous les noms des personnages et que certains se ressemblent, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'il faut prendre le temps de laisser les 150 pages sur 450, c'est beaucoup et pas beaucoup, ça dépend en fait. Pour un univers de fantasy aussi riche, c'est pas tant que ça et vraiment j'ai adoré, il y a différents systèmes de magie, il y a un world building qui est hyper développé, on a même envie d'en savoir plus sur
plein de choses en fait, notamment sur l'inframonde, d'où viennent les démons. Donc bref, c'était une très bonne lecture. Je pensais que c'était un one-shot, mais a priori, si j'ai bien suivi, un deuxième tome vient de paraître ou va paraître très prochainement en anglais. Donc est-ce que c'est un tome compagnon et pas franchement une suite ? Je ne sais pas, parce qu'il y a une résolution dans ce bouquin. Donc, dans l'ensemble, c'était une très bonne lecture. Je n'ai rien d'autre à en dire. C'était très chouette. Donc ça, c'était pour mes lectures de lundi. J'ai lu autre chose lundi. Donc, Kwane, j'ai lu les 115 pages lundi. Roi Sorcier, j'ai lu 280 pages, puisqu'il était déjà entamé. Et j'ai avancé un tout petit peu la dernière saison de Selim, dont je vous reparlerai juste après. Et j'ai très bien attaqué Fleur de Bastion, puisque j'avais passé la moitié. Du coup, mardi, hier, j'ai terminé ceci dont je vais vous reparler et j'ai avancé la dernière saison de Selim et c'est tout. Et c'est déjà très bien. Donc, Fleur de Bastion et le renard masqué, qui est un jeunesse de Jolane C. Bertrand, que vous connaissez peut-être si ce nom vous dit quelque chose, parce que c'est l'auteur de Là où règnent les baleines et des Sœurs Hiver, qui a quand même eu un assez gros succès, donc on a pas mal vu passer sur les réseaux sociaux. C'était vraiment très chouette. J'ai adoré. C'est un petit coup de cœur. Je vous le dis, plus que les précédents. Celui-ci est un petit coup de cœur. Fleur de Bastion et le renard masqué. En gros, ici, on est dans une espèce de ville où ceux qui règnent sont les renards. Donc on est sur une famille ducale de renards dans une ville où il y a plein d'espèces assez différentes. Et donc au moment où on commence le récit, on est à l'instant où il y a une espèce de tournoi de de lutte, voilà, de lutte entre différents participants. Donc il y a des tournois jeunesse, adultes, enfin voilà, différentes catégories. Et ce qui va se passer, c'est que la duchesse Garance de Tauperché va survivre à une tentative de meurtre et évidemment ça va faire des remous et vont être accusés la maison Hurlebois, qui est la maison des loups, qui est plus ou moins alliée avec les renards, mais ils s'entendent pas très bien, ils ont pas beaucoup de liens et ça va refoutre le bazar entre eux alors qu'ils commençaient à renouer un petit peu des liens. Nous, en gros, on va suivre principalement Pépin Souriceau, qui est donc ce petit souriceau absolument adorable qui veut depuis très longtemps faire partie de la garde de la ville, mais comme il est tout petit, on lui dit gentiment que bah voilà, non, hein, on prend les chiens, on prend les lynx, mais pas les souriceaux. Finalement, on va quand même lui confier la mission parce que comme il est petit et qu'il est très motivé, on se dit qu'il sera discret, qu'il pourra mener l'enquête, et voilà. Donc c'est à lui qu'est confiée cette enquête. Donc on est dans un climat de tension avec les loups, puisque en fait, si vous voulez, durant ce tournoi, des loups ont été invités, enfin la famille ducale des loups a été invitée, et donc ils sont arrêtés. Et donc évidemment, la mère et la louve, en fait, qui est la chef de meute, va débarquer, commence à se déplacer pour venir récupérer sa famille. Et ça retend un petit peu les relations entre les renards et les loups, et ça a créé un climat très compliqué en ville parce que la dernière fois qu'il y a eu une guerre avec les loups, ça s'est très mal passé, et qui paye dans ces cas-là? Les civils, évidemment. Je vais pas trop vous en dire, je veux pas forcément beaucoup vous en dire, je sais pas si vous avez l'impression que j'en ai dit beaucoup, mais vraiment pas du tout, c'est le tout début et c'était génial, c'était tellement bien écrit, c'était tellement intelligent, c'était tellement prenant. C'est ce type d'ouvrage jeunesse à mettre dans les mains des enfants parce que il y a des relations saphiques, parce que il y a des personnages différents, notamment le souriceau qui est mal jugé parce qu'il est tout petit. On a aussi tout le traitement des chimères, qui sont des animaux en fait qui ne font pas partie d'une espèce à proprement parler. Alors vous verrez peut-être là, par exemple, ici, donc des animaux qui sont des hybrides, et évidemment tout le traitement du racisme. Il y a aussi de manière très subtile et très intelligente toute la question de genre qui est placée sans que ce soit une question, en fait c'est pas du tout une question. Il y a les animaux qui sont non binaires, il y a ceux qui sont qui s'associent à un genre, enfin voilà, il y a mille et une choses qui sont mises dans ce bouquin de manière extrêmement naturelle. Ce ne sont justement pas des questions. À part l'histoire des chimères, il y a un questionnement autour de ça très important parce que, bref, je vous laisserai découvrir. Mais sinon, pour toutes les autres choses, les relations homosexuelles, les questions de genre, les questions de différence, ce ne sont pas des problématiques, c'est comme ça. Il y a la duchesse qui est mariée à une femme, qui avant était mariée à un renard et qui maintenant qui est mariée à une renarde, et ça ne pose ni question ni problème, c'est comme ça. Et c'est génial. Et pourquoi on n'a pas plus souvent ce genre de choses dans les récits de jeunesse? Présenter des personnages différents dans le sens de diversifier, ça veut dire hors de la norme sociale établie, de manière naturelle, spontanée,
Mais c'est hyper important. Et si ça soulève des questions auprès des jeunes, eh ben, tant mieux, on peut en parler. Et si ça ne soulève pas de questions, ça propose un modèle de société où on est accepté, même si on est différent, sauf les chimères. Et là, c'est autre chose, c'est un autre traitement, mais c'était très intéressant. Et évidemment, c'est aussi une question autour du racisme. Et c'était passionnant, et je vous laisserai découvrir. Bref, les personnages sont adorables, et parfois pas, mais on comprend pourquoi. Ils sont très attachants. Pépin Sourisseau, il est hyper attachant. Vraiment, tous les personnages ont leur intérêt. Le traitement aussi des loups, par exemple, est hyper intéressant parce qu'ils sont très mal vus. Ils sont vus comme des prédateurs, très dangereux. Et quand on se place de leur point de vue, c'est aussi hyper intéressant parce qu'ils ont l'esprit de meute et qu'ils fonctionnent en meute et dans une communauté très soudée. Et bref, c'était excellent de bout en bout. L'enquête est intelligente et prenante, surprenante aussi. Il y a des violences qui sont commises. On retrouve des cadavres de renards écorchés. Ça va amener à découvrir qu'en fait ça fait très longtemps que plein de chimères sont écorchées et que ça n'a jamais fait de bruit parce que tout le monde se fiche du sort des chimères, et d'où les questions de racisme, vous comprenez bien, et de société, et qui étaient passionnantes. Donc il y a un aspect un petit peu violent comme ça, mais en même temps c'est tellement bien fait dans ce texte que ça interpelle, ça crée un certain climat sans être, je pense en tout cas, traumatisant. Ça reste quand même un livre à partir de 11 ans, je dirais, mais c'était très chouette, c'était très intelligent, c'était excellent. Et je ne peux que vous inviter à le découvrir ou à le faire découvrir à des pré-ados dans votre entourage, ou voilà, en tout cas à partir de la 6e, je pense. Et c'était génial. Un petit coup de cœur, vraiment un petit coup de cœur. J'ai hâte d'avoir la suite et je ne peux que vous encourager à découvrir et La Plume de Jolène C. Bertrand et Les Jeunesses de chez l'École des Loisirs, vraiment les yeux fermés, et particulièrement cet ouvrage. Voilà, donc mardi, hier, j'ai terminé ça et j'ai avancé la dernière saison de Selim, dont je vais vous pitcher l'histoire très brièvement, sans trop rentrer dans les détails parce que j'en suis encore un peu, j'en suis au début. J'ai un peu avancé depuis, mais je veux pas vous parler de ce que j'ai lu aujourd'hui, je ferai ça plus tard pour éviter que ça soit beaucoup trop long. La dernière saison de Selim, en gros, on est dans un espèce de pays, peut-être du Moyen-Orient, je dirais, avec des inspirations arabes. Je sais pas trop vous dire, et on va suivre un jeune garçon qui va dès le début perdre ses parents, se retrouver orphelin à la rue et qui va survivre comme il peut. Il s'appelle Malek, et Malek va être recueilli par une jeune fille qui est bossue, qui est aveugle et qui est aussi, fait partie elle aussi en fait, de par ses handicaps mais aussi sa couleur de peau, des exclus de la société. Et donc on va suivre ces deux personnages sur les 10 premiers chapitres plus ou moins, qui vont permettre d'installer l'univers, d'installer l'ambiance, d'installer aussi un petit peu, beaucoup en fait, l'intrigue principale du roman, à savoir qu'a priori, dans la religion de cet ouvrage, il y a 4 grands signes qui doivent arriver, et après c'est l'apocalypse, et Malek va être mêlé à ça, au 3e grand signe a priori. Et ce qui est absolument génial, c'est que en fait on va retrouver 2 personnages, 2 pierres d'angle dans cet ouvrage. Je vais pas vous dire qui, parce que ça spoilerait, je vais pas vous dire pourquoi ni comment, mais j'ai été absolument ravie de savoir que j'allais les retrouver parce qu'en fait ils arrivent assez tardivement dans l'ouvrage, enfin tardivement. Je sais pas si c'est le bon mot, mais ils arrivent passer le 10e chapitre, je crois. Et c'est vrai que c'est un début qui est assez lent, qui pose beaucoup de choses, qui demande une certaine concentration parce que finalement, on est sur un one-shot qui va recréer totalement un univers. Ça veut dire que là, on n'est plus du tout dans pierre d'angle. Donc, il faut tout recréer de zéro, il faut tout mettre en place. Et c'est vrai que au début, c'est un petit peu long sur les 80-100 premières pages, je dirais. Par contre, une fois que ça démarre et on en reparlera. On retrouve la plume qu'on aime chez Pascal Quivigé, on retrouve ces personnages très hauts en couleur, très particuliers, et j'ai très hâte de continuer ça, donc on en reparlera dans la suite du vlog ou le vlog de demain si je n'en fais qu'un, je ne sais pas, nous verrons ça. Voilà, ça aurait été bien long. En même temps, à l'origine, je voulais faire une vidéo pâle et une vidéo par jour. Je me retrouve à faire la vidéo pâle et 2 jours dans la même vidéo, donc c'est long. Je suis désolée. J'espère que ça vous aura quand même plu. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces livres-là. Je ne sais pas encore, mais vous pourrez me dire ça en commentaire. Peut-être que ça me donnera des indications. Si je fais du coup un vlog tous les 2 jours, est-ce que je sais pas. Je suis un peu perdue, je vous avoue. Donc voilà, je pense pas faire des daily vlogs. Peut-être un tous les 2 jours, peut-être que du coup je ressortirai un vlog sur mercredi, jeudi,
vendredi, quelque chose comme ça, nous verrons. J'ai aussi une autre vidéo que je veux absolument vous sortir puisque j'ai fait mon bilan du mois de septembre du Cocorico Challenge et que je veux absolument vous la sortir. Écoutez, on va faire au mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez dans tous les cas. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie pour votre soutien. Donc, je vous remercie encore très fort, vraiment. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!